27 octobre 2019. Après des mois de préparation, je décolle vers ce pays découvert 3 ans auparavant et que j'ai tant rêvé revoir. Un pays où culture, nature et innovation se côtoient en harmonie. Je parle bien entendu du Japon. 28 octobre. J'avais oublié à quel point ces trajets en avion pouvaient être longs. N'ayant pas dormi de tout le vol, je débarque à Tokyo dans le gaz et me dirige vers mon premier logement dans le quartier d'Otsuka. Un quartier calme et agréable que je passe l'après-midi à découvrir. J'y découvre notamment des ruelles paisibles, un cimetière et un temple assez méconnu du grand public, donc très peu touristique. Une bien belle surprise pour cette première journée sur le sol nippon. Deuxième jour, direction Kawagoe, ville située dans la préfecture de Saitama, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Tokyo. Parsemée de temples, la ville présente encore quelques reliquats intéressants de l'ère Edo. Le temple Kitain m'a immédiatement conquis. Un sympathique jardinier, après avoir un peu discuté avec moi, m'indique que l'intérieur du temple est aménagé en musée qui peut être entièrement visité. Un petit moment de sérénité hors du temps, si l'on parvient à éviter les groupes d'écoliers ou de retraités. Une arrière-cour abrite une foule de statues représentant 540 disciples de Bouddha, connus sous le nom de Go-Hyaku Rakan. Chacune de ces statues, construite aux alentours de 1800, montre un disciple différent dans une position qui lui est propre. Les locaux racontent qu'en cherchant bien, il est toujours possible d'en trouver une qui nous ressemble. Le reste de la ville de Kawagoe m'a quelque peu déçu. Les temples sont assez éloignés les uns des autres et présentent moins d'intérêt que le Kitain. La rue historique n'étant pas piétonnière, il est difficile d'en profiter avec le passage incessant des voitures. Il faut dire que le temple vieux n'aide pas à profiter pleinement de la visite. Je retourne donc sur Tokyo et cherche un musée intéressant à visiter. Je trouve mon bonheur au Hisui Gensekikan, le musée du jade. Pas un seul visiteur et une guide personnelle qui me présente, traducteur à la main, les différentes pièces exposées. Je peux ensuite me poser dans un salon aménagé en galerie d'art, en sirotant un thé glacé offert par la maison. 30 octobre, troisième jour à Tokyo. Le soleil est revenu et je pars à la rencontre de Mariko, une amie avec qui je visite le marché aux poissons de Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde. Le lieu, très animé, permet de goûter à diverses saveurs de l'océan et de profiter d'un délicieux bol de riz au sashimi, oursins et autres œufs de poisson. Après un bref passage par le majestueux temple Tsukiji Hongwaji, dont je vous laisse la surprise mais que je vous recommande vivement, nous nous dirigeons vers Odaiba. Nous y visitons le Team Lab Borderless, un musée d'art digital utilisant des technologies efficaces pour le plaisir des yeux et des oreilles. En cherchant bien, on y trouve une multitude de salles secrètes ayant chacune leur spécificité. L'occasion de prendre de splendides photos et vidéos, de profiter d'un moment de détente et même de savourer un thé dont la manipulation génère des effets de lumière. On peut également y colorier des plantes et animaux qui seront ensuite scannés par un membre du personnel et prendront vie sous nos yeux ébahis. Il est même possible d'interagir avec. Une excellente surprise et une expérience vraiment marquante. Après quelques emplettes, je dis au revoir à Mariko pour retrouver Haruna, ainsi qu'un couple de Belges rencontrés à l'aéroport. C'est dans le quartier électronique d'Akihabara que nous nous donnons rendez-vous, dans un bar qui propose aux francophones d'aider les Japonais à apprendre le français, et vice-versa. Afin de ne pas déranger la bonne ambiance et de préserver l'anonymat des personnes avec qui j'ai passé la soirée, je me suis retenu de filmer, mais l'expérience était vraiment plaisante. Quatrième jour. Ah, Halloween. Il va de soi qu'un jour pareil, on se rend dans les quartiers les plus animés de la capitale. C'est donc à Shibuya que je me rends pour profiter de l'ambiance et des premiers costumes faisant leur apparition, en vue de la parade qui aura lieu plus tard, en début de soirée. Japonaises et occidentaux font, sans surprise, preuve de beaucoup de créativité dans leur cosplay. Je passe ensuite à Kabukicho, le quartier chaud de Shinjuku, afin d'y découvrir ce lieu insolite, théâtre principal de l'intrigue d'une des séries de jeux vidéo que je préfère, les Yakuza.
L'endroit est encore plus barré que je ne l'imaginais, et les Japonais là-bas, ils sont excentriques et vraiment hauts en couleur. Le soir venu, j'ai rejoint Haruna dans le quartier de Komagome afin de passer la soirée au Bonjour Tokyo Bar, un bar d'échange franco-japonais à l'ambiance vraiment chaleureuse que je vous recommande vivement. 1er novembre. Le temps est chaud et ensoleillé en ce début de mois. On dépasse les 20 degrés. Je me rends aujourd'hui à Yanesen, qui fait partie du vieux Tokyo. Cette zone regroupe les 3 quartiers de Yanaka, Nezu et Sendagi, dont les premières syllabes en forment le nom. Yanesen a été relativement épargné par les ravages de la Seconde Guerre mondiale, ce qui nous permet de profiter d'un quartier calme, authentique, marqué par la tradition. Après une arrivée par le paisible cimetière de Yanaka, une promenade nous emmène dans les rues, dont la quiétude nous transporte loin du brouhaha tokyoïte quotidien. Le dépaysement est total. Je visite ensuite quelques temples qui n'auront de cesse de me surprendre tout au long de la matinée. Cette ambiance, propice à la contemplation et à la sérénité, est un véritable coup de cœur auquel je ne m'attendais pas du tout. Pendant des heures, je visite ces 3 quartiers assez peu touristiques et bien moins peuplés que le reste de Tokyo. En début d'après-midi, je me dirige vers le parc assez célèbre d'Ueno, non loin de là. J'y visite le temple, dont l'entrée est un peu chère pour le temps passé à l'intérieur, mais qui surprend malgré tout par sa beauté et ses parures dorées, ornées de couleurs très très vives. On y trouve par ailleurs quelques motifs représentant notamment les gardiens, qu'il s'agisse du légendaire tanuki ou des dragons inspirés du style des temples chinois anciens. Le reste du parc offre peu d'activités, en dépit d'un événement dont je n'ai pas trop saisi la nature, mais qui avait au moins le mérite de mettre un petit peu d'animation. En fin d'après-midi, je rejoins mon amie Laura et son fils, eux aussi en voyage à Tokyo, pour un petit verre et une dégustation de gyoza du côté du Tokyo Dome. 6e jour. J'avais prévu de me rendre à Okutama, mais les trains en ont décidé autrement. À cause de correspondances hasardeuses qui eurent même raison de Google Maps, je me résous à reporter mon trip d'une journée et à la place, je me rends à Kichijoji sur l'heure du midi afin de profiter du très agréable parc que j'avais déjà visité en 2016. L'ambiance est toujours aussi plaisante, même si les cerisiers rajoutent clairement du charme au lieu lors de la saison des sakura. Après un délicieux riz au curry, je me dirige vers le quartier de Meguro. Il m'a fallu un bon moment et une sacrée trotte avant d'arriver à un temple qui m'a permis de clôturer cette journée bien galère sur une touche d'authenticité. Le site du temple de Ryosenji abrite des arbres sacrés, fontaines, sanctuaires et bien entendu le temple en lui-même, au sommet de quelques marches à gravir. On y trouve également quelques statues qui valent vraiment le détour, surtout en fin d'après-midi quand les derniers rayons du soleil viennent colorer cet endroit relaxant. En soirée, je rejoins Haruna à Ginza, quartier chic et huppé de Tokyo, que l'on pourrait comparer aux Champs-Élysées. Après une dégustation de thé vert, nous allons manger de délicieux sushis dans un restaurant convivial avant de nous promener dans le quartier. Nous découvrons un accès au toit d'un building avec une vue imprenable sur le quartier. Nous terminons cette soirée plaisante dans un bar espagnol qui propose des cocktails vraiment sympathiques. Waouh! Je m'attendais pas du tout. C'est toujours marrant de voir les gens qui sont tout petits en bas. 3 novembre. Dernière journée à Tokyo et pas des moindres. Grâce à un train direct, j'arrive enfin à me rendre à Okutama et croyez-moi, ça vaut le détour. Outre quelques chemins de randonnée condamnés suite au typhon, m'obligeant à prendre le bus à quelques reprises, l'endroit est splendide. Après quelques minutes de route, le bus nous dépose à l'embouchure du lac, régulé par un immense barrage.
D'emblée, on constate une nature luxuriante et une faune très présente. Le lac s'étend sur plusieurs kilomètres. Le sentier de randonnée étant condamné, je me vois contraint de prendre le bus, la route n'étant pas praticable pour un piéton. Après quelques arrêts, je fais escale au premier pont flottant, le Mugiyama no Ukibashi, d'une longueur de 220 mètres. Une expérience assez amusante qui permet à l'occasion de profiter de somptueux panoramas. J'en profite pour aller visiter le Ogochi Jinja, un sanctuaire situé en haut d'un sentier assez escarpé. De par l'effort physique que demande son accès, l'endroit est très calme et je n'y croise qu'une famille de Japonais. Un détour relaxant qui valait clairement l'effort. Un peu plus loin vers l'ouest se trouve un second pont flottant, le Tozura no Ukibashi, long de 212 mètres. Il est situé près d'un charmant petit village où je n'ai pas croisé le moindre habitant. Le calme absolu. Je reprends à nouveau le bus jusqu'au bout du lac où je profite d'un délicieux plateau ramen servi par un adorable papy qui tient un restaurant avec sa femme et leur fils. Au retour, je descends à un arrêt que j'avais repéré à l'allée et qui marque le début d'une randonnée encore accessible. La promenade, relativement longue, permet de bien se dégourdir les jambes tout en profitant de l'ambiance mystérieuse des montagnes japonaises. Un premier pont suspendu mettra au défi les plus courageux. Entre forêts, rivières, cascades et petits temples perdus dans les montagnes, la promenade offre un réel sentiment d'évasion à seulement 2 heures de Tokyo. Plus loin, je rejoins un deuxième pont suspendu, un petit peu plus flippant que le premier, parce que 1 c'est bien et 2 c'est mieux. Je décide d'écourter un peu la randonnée car le soleil commence à se coucher. Je prends le bus jusqu'à la gare et je me pose dans un café jazz vraiment sympa où je peux siroter un soda tout en attendant le train. Le soir, je retrouve Mio, une amie rencontrée en 2016. Avec sa sœur, retour à Kabukicho, où nous profitons d'un délicieux shabu-shabu dans un izakaya très convivial. C'est sur cet agréable souvenir que, le lendemain, je quitte Tokyo, direction Nikko.